webinaire, je serai accompagné de Sarah, qui est chef de projet métier au CSTB, et moi-même, je suis Jérémy D'Oliveira, donc responsable adjoint du CSTB Formation. Au programme de ce webinaire qui durera à peu près 45 minutes, donc nous verrons dans un premier temps du RPC au market share, quel est le dispositif actuel, pourquoi revoir le RPC, qu'est-ce que le nouveau règlement des produits de construction, sa mise en œuvre, la présentation d'une offre de formation pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin et un temps de questions-réponses. Donc nous passerons à peu près 45 minutes ensemble pour la suite. Avant de démarrer, petit rappel au niveau du CSTB Formation, voilà, pour voir qui est à l'origine de ce webinaire. Donc c'est le CSTB Formation qui est l'organisme de formation du CSTB et donc qui intervient dans le cadre de la formation professionnelle pour les salariés du monde de la construction autour de 8 grandes thématiques que sont la transition écologique, l'économie circulaire, la transition numérique, mais aussi la réglementation comme on va voir aujourd'hui, la conduite d'opération et d'autres thématiques telles que la qualité de vie, la prévention des pathologies. Donc, nous animons des formations en salle, chez nos clients ou par l'intermédiaire du digital learning, c'est-à-dire des formations en e-learning ou en classe virtuelle. Donc, je vais passer la main à Sarah pour qu'elle puisse démarrer sa présentation. Merci beaucoup. Alors, juste avant de commencer, il y a quelques précisions importantes à vous présenter. Donc, d'une part, le plus important sans doute, c'est que la présentation qui va suivre est vraiment très très générale. On n'a pas le temps de vous rentrer vraiment dans le détail du nouveau texte du RPC qui fait dans sa forme actuelle à peu près 300 pages. Donc l'objectif, c'est bien de vous donner une vision très générale des grands changements qui vont arriver avec ce nouveau RPC pour qu'ensuite vous puissiez décider soit d'aller plus loin, soit de nous poser des questions et de revenir vers nous. Le deuxième point important, c'est que la présentation qui va vous être faite est basée sur le texte du 11 avril dernier, donc qui a fait l'objet d'un accord politique entre le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et la Commission européenne. Il ne s'agit pas du texte final, celui-ci a depuis été un peu toiletté et la publication au journal officiel de l'Union européenne est prévue pour la fin d'année. Donc nous travaillons avec un texte qui est consolidé mais qui n'est pas encore totalement finalisé. Et enfin, il reste de nombreuses incertitudes concernant l'interprétation de certains articles du document. Et donc, toutes les interprétations que nous allons vous présenter ne pourraient évidemment pas se substituer à d'éventuels compléments, clarifications qui viendraient soit de nos ministères, soit de la Commission européenne. Voilà pour cette première précision. Je voulais ajouter au niveau de ceux, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le bloc spécifique questions et nous y répondrons à la fin. N'hésitez pas au cours de l'intervention à poser vos questions sur le chat. Là, les micros sont coupés justement pour avoir une meilleure qualité audio et vu le nombre de participants que nous avons préféré passer par le canal texte. Donc, n'hésitez pas à renseigner vos questions au fur et à mesure. Alors, deuxième, on va dire, slide préliminaire, c'est vous avez ici l'ensemble des différentes étapes qui ont été suivies dans le cadre de l'adoption de ce nouveau RPC. Donc, la Commission européenne a annoncé son projet de revoir le RPC fin 2019. Elle a mis ensuite à peu près 2 ans pour réaliser le premier jet de cette nouvelle mouture du RPC. Elle a été présentée, ce document, une première fois le 30 mars 2022. Et ensuite, nous avons le Parlement européen et la Commission et le Conseil de l'Europe qui ont mis à profit les 2 années suivantes pour rédiger des textes de compromis. Ce qui nous a amené à une phase de négociation qu'on appelle les trilogues entre la Commission, le Parlement et le Conseil, trilogues qui se sont déroulés de juillet 2023 à avril 2024. L'objectif de la Commission, c'était d'avoir une adoption du texte avant la période de réserve du Parlement européen, période de réserve qui est arrivée justement fin février 2024, suite aux élections que nous avons eues cet été. Le calendrier n'a pas été totalement respecté, c'est pour cela que nous sommes encore dans une phase d'adoption et que le nouveau Parlement européen doit encore se positionner et valider, c'est plutôt quelque chose, une procédure de forme, le nouveau texte. Et nous sommes donc dans cette phase d'adoption qui est en train de se dérouler actuellement. Et en prévisionnel, on nous annonce que fin 2024, a priori en novembre, nous aurons le texte finalisé du nouveau RPC qui sera publié au journal officiel de l'Union. En termes de mise en œuvre de ce nouveau texte, celle-ci commencera à partir de 2025 et devrait s'étaler jusqu'à 2036, voire 2039. J'y reviendrai, c'est un sujet particulièrement important dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau RPC. Donc, une fois qu'on a
revu ça, je me permets de revenir juste un tout petit peu sur le dispositif actuel qui nous permet de passer de la réglementation produits de construction au marquage CE des produits de construction. Donc, l'objectif du RPC actuel, c'est bien de mettre en place un langage technique commun pour permettre la mise sur le marché de tous les produits de construction sur le marché européen. À l'heure actuelle, on a pour ça deux outils qui sont des spécifications techniques harmonisées. Elles sont de deux types, les normes européennes harmonisées élaborées par le CEN, le Comité européen de normalisation, et les documents d'évaluation européens établis par l'EOTA. L'EOTA, c'est l'organisation européenne pour l'évaluation technique. Pour faire très simple, les normes européennes harmonisées couvrent tous les produits dits traditionnels pour lesquels nous avons un large retour d'expérience. Les documents d'évaluation européens, eux, vont couvrir les produits dits innovants qui ne seraient pas couverts par ces normes harmonisées. Et ces deux types de documents permettent aux fabricants d'établir leur déclaration de performance et d'apposer le marquage CE sur leurs produits. Donc, pour revenir rapidement là aussi sur l'importance du marquage CE des produits de construction, on rappelle que le marquage CE confère aux produits marqués le droit de libre circulation sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Ce marquage CE, il matérialise l'engagement du fabricant concernant la conformité des performances de son produit par rapport à ce qui est dit dans sa déclaration de performance. Et encore plus loin, le marquage CE donne présomption de conformité du produit par rapport à toutes les exigences réglementaires qui pourraient y être applicables. Donc, une importance très forte du marquage CE pour les produits de construction, d'autant plus que le RPC actuel a une spécificité supplémentaire, c'est que dès lors qu'une norme harmonisée existe pour une famille de produits, le marquage CE des produits de construction devient obligatoire pour les caractéristiques citées dans la norme. Donc ça, c'est le fonctionnement du marquage CE avec sa réglementation dans le cadre actuel. Maintenant, on peut se poser la question de pourquoi revoir ce RPC. Donc là, ce que nous allons vous présenter, c'est le discours de la Commission européenne qui a affiché très clairement un objectif, d'une part, d'améliorer le bon fonctionnement du marché unique. Ça, en pratique, ça veut dire résoudre la situation de blocage juridique des normes actuelles. Donc, si vous participez ou si vous utilisez les normes dans le cadre de vos activités, vous avez certainement entendu parler de ce blocage juridique qui fait qu'aujourd'hui, nous travaillons avec des normes un peu anciennes, voire obsolètes. Donc, un gros problème qui impacte le marché de la construction. Donc là, c'est vraiment le nerf de la guerre, résoudre cette situation de blocage juridique. Ensuite, le deuxième grand aspect, c'est réaliser à la fois la transition verte pour atteindre les objectifs du Green Deal et la transition numérique. Ça passe par l'intégration dans le marquage CE des performances qui sont liées aux critères environnementaux, tels que le poids carbone des produits de construction sur tout leur cycle de vie. Et le deuxième aspect, pour améliorer la compétitivité des produits de construction européens sur le marché mondial, ce sera de créer une base de données européenne des produits de construction. Donc ça, c'était vraiment le plan de bataille de la Commission européenne. Et à date, il y a bien un accord qui a été trouvé début 2024 entre les trois parties, que sont le Conseil, le Parlement et la Commission européenne. Et nous allons vers une publication du document fin 2024. Voilà. Donc, pour maintenant regarder un tout petit peu, mais de façon très générale, le contenu du nouveau RPC. En termes d'objectifs, le RPC a toujours pour objectif d'établir les règles harmonisées de mise sur le marché des produits de construction. Jusque-là, pas de changement. Pour cela, le nouveau RPC va cadrer l'expression des performances des produits de construction. Je me suis permis de mettre ces performances habituelles, c'est en gros tout le périmètre du marquage CE que nous connaissons. Et si on veut être très précis, c'est vraiment les performances par rapport aux caractéristiques essentielles des produits qui permettent de répondre aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages. Voilà. C'est vraiment le cadre que nous connaissons du marquage CE. La première nouveauté, c'est l'intégration des performances environnementales des produits de construction, comme promis par la Commission européenne, pour décarboner le domaine de la construction. Donc ça passera par l'intégration des performances environnementales qui sont déjà cadrées dans le nouveau RPC. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'annexe 2. Il faut savoir également, une grosse nouveauté par rapport au RPC actuel, c'est que le texte va se laisser la possibilité d'ajouter, d'introduire des exigences supplémentaires par rapport aux produits de construction. Ces exigences ne seront pas performantielles, mais pourront toucher à des aspects tels que la conception, la mise en œuvre, l'environnement ou la sécurité des produits de construction. Donc, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va être systématique, c'est une possibilité qui est laissée à la Commission de décider s'il faut aller un peu plus loin que la simple
entre guillemets, évaluation des performances produits de construction. Autre nouveauté encore, c'est la volonté dans le nouveau RPC de cadrer, je ne sais pas si tu peux cliquer également, c'est de cadrer l'expression des éléments qui vont accompagner le marquage CE. Donc aujourd'hui, les fabricants rédigent uniquement leur déclaration de performance. Demain, ils devront joindre également un dossier technique avec des informations concernant les contacts des industriels, mais potentiellement également des informations concernant la sécurité à employer pour la mise en œuvre ou l'utilisation de leurs produits de construction. Et le fabricant devra donc ne plus faire une déclaration de performance, on parlera de déclaration de performance et de conformité. L'ajout de ces 3 éléments dans le cadre du RPC va avoir pour conséquence une forte évolution des processus de normalisation. Donc là aussi, si vous participez à des commissions de normalisation, sachez que les règles vont changer sur comment est-ce qu'on rédige une norme, comment la demande de normalisation est faite, etc. Il faut l'avoir en tête, ça ne va pas être négligeable. Et enfin, le dernier point très important de nouveauté, c'est donc, comme la commission l'avait produit, l'introduction du passeport digital des produits de construction. Alors, à ce sujet, nous sommes encore un peu dans le flou, on n'est pas en capacité de vous dire à partir de quelle date le passeport digital des produits va devenir obligatoire. Ça va dépendre de la capacité de la commission à mettre à disposition un outil informatique qui permettra la gestion de ces fameux passeports. Et donc là-dessus, vous avez vraiment de façon hyper synthétique les très grandes nouveautés du RPC. Je reviens un petit peu également sur le périmètre d'application du futur RPC. En effet, entre le premier document qui a été sorti en 2022 et celui que nous avons, qui va être publié en 2024, il y a eu énormément d'échanges sur ce fameux périmètre. Au final, après de nombreux rebondissements, le futur RPC va bien s'appliquer aux produits de construction et les 2 nouveautés qui sont introduites dans le texte, c'est que le RPC s'appliquera également à ce qu'on va appeler les parties essentielles de produits d'une part et les pièces ou matériaux qui seront destinés à être utilisés pour des produits couverts par le RPC si le fabricant en fait la demande. Alors là aussi, ce sont des notions qui sont un peu surprenantes, notamment le deuxième point, par exemple, a priori, ce n'est qu'une précision de ce qui était déjà possible actuellement, pourquoi pas. Et concernant les parties essentielles des produits, sachez que la notion n'est pas clairement définie dans le RPC. Il s'agit certainement d'une notion qui pourra être utilisée dans les comités de normalisation. Alors, si on essaye de faire un exemple purement théorique et purement illustratif, si on prend un kit de précontrainte, par exemple, on pourrait penser que les comités de normalisation décideraient de faire passer les écrous, par exemple, comme des parties essentielles de produits, vu leur rôle important sur la sécurité pour le fonctionnement du système. Et de la même façon, les taurons qui sont généralement fabriqués par d'autres fournisseurs pourraient faire l'objet d'une demande de marquage CE en parallèle. Voilà, c'est une tentative d'illustration très très théorique pour essayer de mettre des mots sur ces 2 nouvelles notions qui ne sont pas forcément très explicites dans le nouveau RPC. Ensuite, plus important, le nouveau RPC prévoit l'introduction dans le périmètre des produits issus du réemploi. Donc ça, c'est pour permettre d'améliorer la circularité des produits de construction de façon générale. Là aussi, on n'est pas en train de dire que le sujet des produits issus du réemploi sera systématique. C'est au niveau des demandes de normalisation que la commission indiquera s'il faut ou non traiter le sujet du réemploi. Et l'évaluation des produits issus du réemploi se fera dans la même norme que les normes produits dont nous avons l'habitude. Il n'y aura pas une norme produit neuf, une norme produit réemploi, tout sera sur un texte, une norme autoportante. Et enfin, ce que le nouveau RPC ne couvrira pas, ce sont les ascenseurs, qui sont déjà couverts par une autre directive. Et sachez qu'il y a un effort qui a été fait pour bien distinguer les performances qui relèvent de la directive eau potable de ceux du RPC. Donc ça concerne un certain nombre de produits spécifiques, par exemple les appareils sanitaires, qui se trouvaient jusqu'à maintenant forcés d'évaluer certaines performances 2 fois parce qu'elles relevaient de la directive eau potable et du RPC. Donc là, c'est plutôt une clarification de périmètre. Donc voilà pour les nouveautés du RPC.
à la fois en termes de ce qui est nouvellement introduit et du périmètre d'application, de façon, encore une fois, très très rapide et très synthétique. Enfin, juste un point sur la mise en œuvre du RPC. Je vous l'indiquais en début de séance, celle-ci va avoir lieu entre 2025 et 2039, pas une erreur de frappe. Donc il faut savoir qu'il y a 3 dates importantes qui vont rapidement arriver en place. La date de publication au journal officiel du document, donc prévue pour fin 2024, potentiellement novembre. 20 jours plus tard, on aura la date d'entrée en vigueur du document. Et encore 1 an après, la date d'entrée en application du futur RPC. Donc 1 an et 20 jours après sa publication au journal officiel. Cependant, cette entrée en application ne pourra se faire que lorsque les normes européennes harmonisées auront été révisées. Et ça implique également de réviser les demandes de normalisation. Donc la Commission européenne est consciente que ce passage de l'ancien vers le nouveau RPC ne peut pas être instantané, et elle a prévu avec les États membres une priorisation des familles de produits. Cet ordre de priorisation, vous l'avez à votre droite sur la colonne qui s'affiche, avec l'ordre de révision des demandes de normalisation qui permettront ensuite au CEN de réviser petit à petit l'ensemble des normes qui répondent à ces demandes de normalisation. Donc vous voyez également que, par exemple, les bétons préfabriqués sont tout en haut de la liste et seront potentiellement parmi les premiers à passer de l'ancien RPC vers le nouveau. En revanche, les cheminées vont très certainement faire partie des derniers à transiter du RPC actuel vers le nouveau. Et du coup, en conclusion, donc, si tu peux afficher la slide suivante, s'il te plaît, on va arriver avec une situation de transition qui va s'étaler de 2025 en prévision 2036-2039. Nous allons avoir une cohabitation entre le RPC actuel et le nouveau RPC en fonction des différentes familles concernées. Donc le suivi de la mise en œuvre du futur RPC va être un sujet à part entière, qui ne sera pas forcément des plus simples. C'est fini avec la présentation vraiment très très générale de ces nouveautés par rapport à la mise en œuvre de ce nouveau RPC, ce qui me permet de vous présenter l'offre de formation du CSTB. Donc la première, d'une part, c'est une formation beaucoup plus étoffée de ce qui vous a été présenté aujourd'hui. Donc on pourra reparler du RPC au marquage CE dans le cadre du dispositif actuel, de façon beaucoup plus précise. Ensuite, s'arrêter sur pourquoi revoir le RPC et aller beaucoup plus en détail sur le pourquoi du comment nous nous trouvons dans une situation avec la normalisation qui est bloquée. Et ce qui permettra également de vous présenter beaucoup plus en détail le contenu du nouveau RPC, donc les éléments que je vous ai très brièvement indiqués, mais d'autres choses comme par exemple le droit à obligation des opérateurs, le nouveau système VCP3+, pour l'évaluation des performances environnementales, etc. Et cette formation permettra de discuter de l'avenir de la normalisation telle qu'elle est prévue dans le nouveau RPC, de vous alerter sur l'importance des groupes de l'acquis, qui sont en fait les groupes qui travaillent à réviser les demandes de normalisation, et également de vous expliquer l'avenir des évaluations techniques européennes dans le nouveau RPC, ce qui concerne en fait tout le marquage CE volontaire pour les produits de construction innovants. Donc en gros, reprendre tous les éléments de cette présentation, mais de les examiner vraiment dans le détail. En parallèle, sachez que le CSTD propose une formation concernant la réglementation technique et tous les signes de qualité dans la construction qui vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble des textes référentiels qui gèrent la construction au niveau national et européen et qui vous permettent de comprendre leur hiérarchie et de savoir comment s'y retrouver dans tout le corpus à la fois normatif et réglementaire. Et pour finir, sachez qu'en fonction de vos besoins, le CSTB peut également proposer une formation détaillée sur le marquage CE. Donc là, pour le coup, très 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 appliqué, y compris dans le cadre de ce nouveau RPC, tel que c'est prévu dans le cadre de ce nouveau RPC. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation très claire, malgré quelques incidents techniques que l'on a pu avoir. Donc, au niveau des formations, et si vous avez des questions ou des éléments, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet cstb.fr, la partie formation, vous pourrez retrouver toutes les dates et les possibilités de s'inscrire. Et on va pouvoir passer à la partie questions-réponses, justement, pour les différentes questions que l'on peut avoir. Alors,
N'hésitez pas à poser vos questions par écrit dans le bloc questions si vous en avez. Donc, on avait une question sur les normes. Est-ce qu'elles seront d'emploi volontaire ou obligatoire? Et donc, par rapport aussi à leur coût qui a été évoqué. Est-ce qu'on a un élément de réponse sur cette question? Alors, ça fait partie des gros sujets. Donc, les normes qui vont permettre d'évaluer les performances produits telles qu'on en a l'habitude vont inclure demain les performances environnementales. Ça va faire des normes dites performantielles qui seront rendues d'application obligatoire par un acte délégué. Ça fait partie des premières évolutions. La citation au journal officiel ne suffira pas. Il y aura un acte délégué qui rendra de façon très officielle la norme d'application obligatoire. Donc, pour les performances, on va dire, mécaniques habituelles, plus les performances environnementales. Ensuite, il y aura un deuxième type de norme harmonisée, là aussi cité au journal officiel, qui est indiqué comme étant dans le RPC norme harmonisée volontaire. C'est un petit peu, cette formulation est un peu délicate. En fait, il faut voir ça comme le jour où la commission décide d'ajouter des exigences complémentaires. Donc, ce que je vous présentais sur l'une des slides, les exigences qui peuvent toucher à la conception, à la mise en œuvre ou tout autre sujet qui ne soit pas performantiel. Le jour où la commission décide que ce sujet doit être traité, le SEN pourra rédiger des normes harmonisées sur ces sujets-là. Ce ne sont pas des normes performantielles, ne seront pas rendues d'application obligatoire. Par contre, ce sont bien ces normes-là qui permettront aux fabricants de justifier de la conformité de leurs produits par rapport à ces exigences. Donc, les exigences qui seront rajoutées au cas par cas seront obligatoires. Les fabricants auront la possibilité de s'appuyer sur ces normes harmonisées dites volontaires pour démontrer leur conformité. Ça fait partie des sujets qui sont très, très délicats dans l'évolution de la normalisation. Merci. Nous avons une autre question du coup sur les impacts sur les FDES et les PEPPA. Quels pourront être les impacts de... Pour les FDES, c'est ça? Oui, exactement. Alors, ça, c'est une excellente question. Aujourd'hui, le RPC indique uniquement que les caractéristiques essentielles qui sont incluses dans le RPC, dans l'annexe 2, devront être traitées. Il n'y a pas de méthode précisée, noir sur blanc, sur comment est-ce qu'on va les évaluer. A priori, ce qui est en train de se décider dans les groupes qui travaillent actuellement avec la commission sur le sujet, on va bien vers une utilisation de la 15804, qui est donc la norme de base pour la rédaction des FDES. Donc, ce qui se dessine, c'est bien quelque chose qui va ressembler au FDES. Cependant, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de visibilité sur l'avenir précis des FDES, parce que chaque norme qui va être révisée pour chaque famille de produits va devoir adapter le N15804 et surtout harmoniser l'utilisation de la 15804 pour la famille de produits. Donc ça fait partie des sujets qu'il va falloir suivre de très près et qui ne pourront être purement vraiment tranchés que lorsqu'on aura les travaux de normalisation qui vont vraiment démarrer. Donc je suis désolée, je n'ai pas de réponse vraiment très précise parce qu'en fait, c'est totalement dépendant de la révision des normes et de comment est-ce qu'au niveau européen, on va s'approprier le sujet des performances environnementales. Donc, ce qui est rassurant, c'est que nous allons, a priori, on continue d'utiliser la 15804 qui sert de base pour nos FDES. Dans le détail, pas impossible qu'il y ait quelques réajustements qui soient prévus dans le cadre de l'harmonisation de nos pratiques entre les pratiques françaises et allemandes, etc. Merci. Autre question, on a tout à l'heure parlé des produits de réemploi et un participant voulait savoir s'il y avait une liste de ces produits réemploi qui est mise ou qui va être mise en œuvre au niveau des produits de réemploi ciblés par cette nouvelle réglementation. Excuse-moi, j'ai pas bien compris le début. Pardon. Et pour les produits de réemploi, y a-t-il une liste de produits de réemploi ciblés? Alors pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité là-dessus non plus, parce que c'est à chaque demande de normalisation. Si vous vous souvenez de la liste qui était affichée, les demandes de normalisation sont actuellement en cours de révision pour qu'elles soient
compatible avec le nouveau RPC. À chaque fois, la commission demande s'il faut traiter le sujet du réemploi pour cette famille de produits. À l'heure actuelle, ce n'est pas encore prévu. Donc, en pratique, nous n'avons pas encore d'exemple de familles de produits pour lesquelles le réemploi doit être traité de façon précise. Et du coup, sur comment ça va se passer au niveau normatif, sur l'évaluation des performances résiduelles, qu'est-ce qui sera demandé, etc. Alors, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je pense. On va voir si la personne a un complément à apporter. Autre question, donc est-ce que cet engagement environnemental est-il la vraie nouveauté de ce nouveau RPC, sachant que le marquage CE n'inclut-il pas déjà un volet écologique? Alors, oui, je vois tout à fait. Nous avions déjà prévu la possibilité dans le RPC actuel, une exigence fondamentale applicable aux ouvrages, la fameuse BWR7, qui permettait tout à fait l'amélioration de la circularité de l'environnement. Le problème, c'est que cette possibilité n'a jamais pu être vraiment utilisée à pleine capacité dans le RPC actuel. C'est également lié au fait que nous n'avions pas à disposition de système d'évaluation et de vérification de la performance spécifiquement pour ce type de performance environnementale. Alors, a priori, ça devrait être réglé très rapidement, mais c'est un très rapide à l'échelle des procédures européennes. Donc, nous sommes toujours en attente de la sortie d'un acte délégué qui mette en place officiellement le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances environnementales, le fameux système EVCP 3+. À date, nous ne l'avons pas. Donc, en fait, je comprends la remarque, c'était tout à fait possible dans le RPC actuel, ça n'a jamais pu être mis en place, et du coup, la Commission profiter de ce besoin qu'elle estimait nécessaire de revoir le RPC pour clarifier les choses et cadrer le RPC et notamment quelque part le mettre à jour par rapport à tout ce que la profession avait déjà commencé à faire, notamment avec les F2S. Les industriels n'ont pas attendu un RPC fonctionnel pour travailler à l'évaluation des performances environnementales de leurs produits. C'est-à-dire que la commission, là, rattrape le train en marche. Merci. On avait une question sur l'utilité de mettre en place une formation. C'est vrai que la formation, on en parle dès aujourd'hui, mais elle sera disponible pour l'année prochaine. D'ici là, d'autres éléments moins flous et plus actés auront été mis à jour. Donc, voilà. Alors, de toute façon, la formation, on pourra la faire qu'à partir du moment où on aura le texte finalisé. Exactement. C'est très général. Encore une fois, c'est quelque chose pour les acteurs qui ont besoin ou envie de comprendre l'évolution, pas forcément dans le détail millimétrique, mais pour avoir les éléments de contexte qui permettent de bien comprendre le pourquoi du comment on passe de l'ancien dispositif au nouveau et les grandes évolutions. A priori, le texte final ne devrait pas changer. En tout cas, ça peut changer encore sur des points de vraiment très pointus. Mais là, il y a quand même eu un accord sur le texte avec les trois grandes instances européennes. Donc, on va dire que le texte est consolidé à 98-99% en prenant des précautions. Merci. Autre question, vous avez parlé de conception, de mise en œuvre, etc. Est-ce qu'on va vers une évaluation européenne de la mise en œuvre des produits de construction? Cette mise en œuvre est pourtant différente d'un pays à l'autre. Tout à fait. Alors, c'est la grande inquiétude qui accompagne ce volet, très clairement. On ne sait pas encore sous quelle forme ça va pouvoir se mettre en place. Il est effectivement très difficile de concevoir une harmonisation des méthodes de mise en œuvre. On ne pose pas les fenêtres de la même façon en Norvège, en France ou en Espagne. Voilà. Par contre, de façon plus, on va dire, ponctuelle, la Commission européenne souhaite un découpage précis de ce qui est contenu dans les normes. Donc, par exemple, pour les normes produits, à l'heure actuelle, elle demande au SEN de ne maintenir dans le corps des normes harmonisées que ce qui concerne l'évaluation des produits. Il existe des familles de produits pour lesquelles certains éléments de mise en œuvre sont
importants. Ils sont jugés importants par la profession et par les membres des commissions de normalisation. Donc, une façon de voir cette nouveauté dans le RPC, c'est que la commission puisse valider des éléments qu'elle se sentait obligée aujourd'hui de rejeter parce que relevant de la mise en œuvre. Par exemple, vous avez des appareils d'appui pour les ouvrages d'art où il y a des éléments qui relèvent plus de la mise en œuvre que de la simple performance de l'élastomère qui constitue vraiment l'appareil d'appui. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Ce n'est pas systématique. Il est peu probable que l'objectif de la commission soit vraiment d'harmoniser les pratiques de mise en œuvre de conception. Par contre, ponctuellement, sur des cas très spécifiques, il est possible qu'elle estime que ce soit nécessaire pour assurer la bonne sécurité du produit et donc de l'ouvrage, de mettre un pied sur la conception ou la mise en œuvre. Et ça fait partie effectivement des très gros sujets d'interrogation qui là aussi vont faire l'objet d'un suivi très très précis. Merci. On avait une question sur le complément d'information sur le passeport digital. En quoi ça consiste un peu plus précisément? Alors, le passeport digital devra intégrer la déclaration de performance et de conformité d'une part, l'ensemble des éléments, des informations complémentaires qui devront être fournies par le fabricant, donc contact des uns et des autres, etc. Ça permettra également un lien avec le RIC, si jamais vous êtes concerné par cette autre réglementation. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une interopérabilité et de pouvoir apposer un QR code, grosso modo, sur vos produits de construction. En pratique, on ne sait pas sous quel format ça va arriver, quelle va être la plateforme qui va pouvoir gérer ou générer ces passeports digitaux. Ça fait partie des sujets pour lesquels on est vraiment dans l'expectative et en attente d'informations de la part de la commission. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que le jour où la commission sera en mesure de déployer son outil informatique, elle fera un acte délégué qui signifiera le début des chronos par rapport à la mise en place du passeport digital. Elle aura 6 mois à partir de cet acte délégué pour déployer son outil informatique et 18 mois après la publication de son acte délégué, l'utilisation du passeport numérique des produits de construction sera obligatoire. Mais nous n'avons aucune information sur à partir de quand la commission sera en mesure de faire cet acte délégué. Si, on va prendre une ou deux dernières questions avant de conclure. On avait une nouvelle question sur les produits de réemploi toujours. Est-ce que pour les produits de réemploi, cela impliquera qu'on pourra les utiliser en dehors du cadre normatif? Cadre normatif, du coup, pour les produits de réemploi visés par le RPC. Alors, je ne suis pas sûre de bien voir le périmètre de la question. En fait, à partir du moment où une norme pour une famille de produits donnés intégrera la notion de réemploi, si vous voulez mettre sur le marché un produit issu du réemploi, le marquage CE deviendra obligatoire. A priori, c'est ce qui se pressent. Au-delà de ça, si vous changez, ce qu'il faudra voir, là aussi, c'est très dépendant de ce qui sera dit dans la norme et donc des travaux de normalisation. A priori, le réemploi s'entend pour le même usage. Donc, la question de si vous réemployez pour un usage différent, là, ça ne sera pas forcément couvert. Et donc, vous pourrez continuer à l'utiliser. Mais encore une fois, ça fait partie vraiment des sujets qui seront traités au sein des commissions de normalisation. Et je me permets de rebondir sur le fait que c'est pour ça que l'évolution des processus de normalisation est tellement fondamentale et que c'est vraiment le nerf de la guerre de cette révision du RPC. Aujourd'hui, le futur RPC pose un cadre et énormément de questions que vous vous posez et qu'on se pose également vont trouver leur réponse au sein des travaux de normalisation. Le sujet du réemploi en fait totalement partie. Merci. Dernière question, est-ce qu'avec le nouveau règlement, il faut obligatoirement avoir une FDES pour avoir un marquage CE? Alors là aussi, je vais devoir botter en touche parce que
l'inverse. La norme qui dira sous quelle forme les performances environnementales peuvent être utilisées ou doivent être présentées. Je ne sais pas du tout si ça pourra faire appel directement au FDES et sous quel format. Il y a également les performances environnementales européennes et les EPD qui existent. Est-ce qu'on va aller vers un système plus européen là-dessus? Est-ce que les dispositifs nationaux seront permis? Là encore, ça va se jouer au niveau des commissions de normalisation. Je suis vraiment désolée là-dessus, nous n'avons pas du tout de visibilité. Merci beaucoup pour toutes ces réponses aux différentes questions. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Comme je l'ai indiqué au démarrage, vous recevrez le lien pour accéder au replay pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité du webinaire et vous aurez aussi accès à la présentation pour ceux qui souhaitent justement revoir des dates ou des données spécifiques. Donc voilà, remercions et à bientôt pour un prochain webinaire avec le CSTB Formation. Merci Sarah. Merci à vous, très bonne journée.